Bien, ben, bonsoir à tous pour ce... Justement, je peux plus dire le numéro, ce qui prouve bien que ces mardis de la chirurgie sont maintenant depuis 3 4 ans en exercice et que c'est un plaisir de vous accueillir et de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire sur les progrès et les avancées en chirurgie. Ces mardis de la chirurgie sont organisés par la Fondation de l'Académie de chirurgie, qui est sous l'égide de la Fondation de l'Académie de médecine. Et le but essentiel, c'est donc, comme vous le savez pour ceux qui nous suivent fidèlement, de vulgariser ou de diffuser ou d'expliquer des problèmes d'avancée chirurgicale dans les dernières années qui ont fait faire incontestablement des progrès avec toutes ces évolutions qu'on a sur la nouvelle chirurgie mini-invasive et tout ça dans un esprit essentiel qui est le maximum de confort pour les patients avec, si possible, le minimum de complications. Alors après des sujets aussi variés que la transplantation, l'anesthésie, l'accouchement, la chirurgie, la neurochirurgie, nous on a choisi ce soir un sujet très très fréquent et très important qui sont le problème des hernies abdominales. On va vous expliquer ce que les hernies, c'est un terme générique pour désigner en fait toutes les défaillances qui existent au niveau de la paroi abdominale. Le terme hernie dans la langue française est lorsqu'il y a une saillie anormale au niveau d'un endroit. C'est pour ça que ce terme est parfois utilisé dans d'autres localisations, notamment en dehors même des pneumatiques. Elle est utilisée également dans d'autres localisations comme les hernies discales. Et nous parlerons aujourd'hui que les hernies, donc des tissus mous de la région abdominale. Alors j'ai la chance d'avoir autour de moi des grands spécialistes. Je ne vais pas dire qu'ils ont consacré toute la vie, leur vie à la hernie, parce que la hernie est en général... D'abord, c'est une petite remarque, si vous voulez, les gens qui sont ici souvent, pour la plupart, ont été nommés ce qu'on appelle en chirurgie générale et après en chirurgie viscérale, et viscérale même et digestive, mais ce sont ces chirurgiens qui ont pris en charge toutes ces anomalies de la paroi abdominale et ils sont autour de moi. À ma droite, j'ai le docteur Édouard Pellissier, qui est un membre de l'Académie nationale de chirurgie que je remercie de nous accueillir ici et qui a fait partie aussi de gros travaux sur la hernie, notamment aux États-Unis, et qui a créé, je crois, ou qui a fondé en tous les cas, l'Institut de la hernie qui siège à Paris et dont d'autres intervenants ce soir font partie. Alors, on lui a donné la lourde charge de nous expliquer un peu ce que c'est qu'une hernie. Et avant de ça, je voudrais vous rappeler qu'en dehors de ces mardis, la Fondation de l'Académie de chirurgie a une mission qui est importante. Ce sont des interventions que nous faisons régulièrement en milieu scolaire pour essayer d'inciter les élèves de seconde, première et terminale, mais souvent il faut les informer avant, donc à partir de la seconde, pour leur expliquer que ce sont ce que représentent les métiers de la santé, comment ils sont attirants, et on espère peut-être comme ça d'aider progressivement la lutte contre les déserts médicaux. Voilà. Après cette introduction, je remercie encore Monsieur Pellissier et je vous donne la parole, d'abord à côté de moi, puis après, je crois, au pupitre. Merci. Bonsoir. Euh, Nous sommes un groupe de chirurgiens viscéraux qui portons un intérêt particulier à la hernie. On va parler essentiellement de hernie de la paroi abdominale. On ne va pas parler de hernie discale ni de hernie hiatale, bien que ça soit partie de la paroi de la chirurgie abdominale, mais essentiellement des hernies de la paroi. Et je vais commencer par vous présenter des généralités pour savoir ce qu'est une hernie, comment ça se présente, en gros comment ça se traite et comment ça se reconnaît. Et après, le docteur Gillion vous présentera une présentation particulière sur les hernies de l'aine, le docteur Cossa sur les hernies dites ventrales, c'est-à-dire essentiellement les hernies qui siègent au niveau de l'ombilic et un peu au-dessus de l'ombilic. Et le docteur No finira par ce qu'on appelle en français les éventrations, il faudrait mieux dire les hernies incisionnelles, et le diastasis, qui est un écartement des muscles droits qui se rattache indirectement. C'est pas une hernie, mais il faut le rattacher aux hernies. Donc, je vais me donner la parole tout de suite.
Bien, encore merci, Monsieur Pélissier. Et puis je rappelle, comme je le fais souvent au début, pendant que Monsieur Pélissier s'installe, nous souhaitons que ces mardis soient vraiment communicants, c'est-à-dire que n'hésitez pas, c'est informel, bien évidemment pas pendant l'interruption, mais ensuite vous avez le chat dont s'occupe ici Élodie Gaspard, que je remercie d'être ici. Et vous pouvez poser toutes vos questions et il n'y a pas de questions censurées parce que vraiment c'est très libre et on a le droit de faire parfois la hernie pour les nuls. Donc on vous est, Monsieur Pélissier, à vous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hernie? C'est très simple, c'est la protrusion d'un organe. La flèche n'a pas l'air de marcher. Oui, voilà. Un organe, ici vous voyez l'intestin, à travers un orifice de la paroi abdominale. Vous voyez figurer les muscles. Il y a un trou dans les muscles et l'intestin en général qui s'extériorise, enveloppé dans un petit sac de péritoine. Et on le voit ici, euh, in vivo, l'intestin recouvert d'une membrane brillante qui est le péritoine. Quelles sont les causes de la hernie? Ce sont des points de faiblesse de la paroi abdominale qui sont soit naturels, soit acquis, par exemple sur une incision, c'est ce qu'on appelle couramment l'éventration, ou plus rarement à la suite d'un traumatisme. Vous voyez ici les principaux sites de hernie sur ce bel écorché qu'on doit à André Vézal. Euh, la hernie de l'aine, ensuite, un peu moins fréquente, la hernie au niveau de l'ombilic, au niveau de la cicatrice du cordon ombilical, quelquefois une hernie qui siège au-dessus, à peu près à mi-distance entre l'ombilic et le sternum. Les autres hernies sont plus rares. Ceci figure la hernie dite de Spiegel, qui est à peu près à la hauteur de l'ombilic, mais plus latérale. Et puis, il y a encore plus rare la hernie lombaire dans la région des reins, la hernie ischiotique qui s'extériorise à la fesse et les hernies périnéales qui s'extériorisent au niveau du périnée. Ce n'est pas la même chose que les prolapsus. Comment ça se traduit? Le plus souvent, c'est une boule molle euh, qui est facilement réductible en l'absence de complications, qui n'est pas très douloureuse et qui est gargouillante puisqu'elle contient de l'intestin. Et l'apparition de douleur doit faire craindre une complication et notamment l'étranglement. Vous voyez un exemple ici de hernie inguinale, hernie de l'aine. Ici, une hernie ombilicale de petite taille et quelquefois des hernies qui sont beaucoup plus grosses et vous devinez ici l'intestin directement sous la peau. L'hernie se voit aussi chez l'enfant. On a ici un exemple de hernie ombilicale au niveau de la cicatrice du cordon ombilical. Ici, une hernie inguinale chez un nourrisson, ici chez un enfant. Et cette image est très importante pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'aine. C'est une vue endoscopique de la région de l'aine. Il faut savoir que au début du développement de l'embryon, le testicule est situé à hauteur des reins. Et au fur et à mesure du développement de l'embryon, il va descendre pour atteindre le scrotum à l'extérieur dans les bourses à la fin du développement. Et donc, il passe par un canal que l'on voit très bien ici. C'est un véritable entonnoir dans ce cas. Normalement, ce canal s'oblitère à la naissance, mais ce n'est pas le cas toujours. Et dans ce cas, évidemment, on imagine que l'intestin s'engage facilement dans ce canal. Et c'est comme ça que se crée la hernie inguinale. Et c'est pour ça
qu'elle est beaucoup plus fréquente dans le sexe masculin que féminin. Est-ce que l'imagerie est nécessaire pour diagnostiquer une hernie? Pas vraiment dans la majorité des cas. Vous avez ici un exemple d'échographie. On voit souvent les patients arriver au cabinet avec des échographies demandées par le médecin généraliste. On reconnaît la paroi ici, le sac hernière sur les côtés, le sac péritonéal, et puis le contenu intestinal dans la hernie. Mais en fait, ça, c'est la reproduction de l'image que vous avez vue au début, et donc ça n'est pas très utile. Le diagnostic de hernie pour un chirurgien est très facile sans examen. Maintenant, il y a des circonstances où l'imagerie apporte quelque chose. Vous avez fait ici l'image d'une grande éventration. Et on voit, j'ai perdu ma mèche, ma flèche, voilà, on voit les muscles à ce niveau et à ce niveau, un grand orifice entre les muscles, au travers une grande quantité d'intestin qui passe. Alors là, le scanner apporte quelque chose pour le chirurgien, à la fois pour évaluer la taille de l'orifice et pour évaluer le volume d'intestin extériorisé, parce que plus il est gros, plus il va être difficile de le réintégrer, et la réintégration va entraîner une augmentation de pression abdominale qui peut entraîner des troubles respiratoires en gênant l'activité du diaphragme. À l'inverse, vous avez ici une toute petite hernie. Vous voyez les muscles et un petit orifice avec une toute petite extériorisation. On voit la peau et on voit bien qu'il n'y a aucune bosse apparente, que la hernie n'est pas visible, à peine peut-être palpable. La personne se plaint de quelques tiraillements, de quelques douleurs, et là, le scanner permet de confirmer le diagnostic. Est-ce que c'est grave? Non. Mais j'ai ajouté mais parce que ça entraîne une gêne fonctionnelle, parfois des tiraillements, parfois même des douleurs véritables, et surtout elle a toujours tendance à augmenter de volume. Une hernie ne régresse jamais, sauf chez le nourrisson. Alors évidemment, atteindre cette dimension de nos jours dans nos pays, c'est exceptionnel. Je crois que Philippe, nous, on a vu une, et moi j'en ai vu une autre il y a une quinzaine d'années, mais on ne voit plus ces cas-là. Mais sachez quand même que ça augmente toujours de volume et il n'y a pas de raison d'attendre trop longtemps pour la faire traiter. Et surtout, il y a un risque d'étranglement. L'étranglement se produit lorsque l'intestin est coincé en quelque sorte dans l'orifice hernière et il est d'autant plus risqué que l'orifice est plus serré. À ce moment-là, les vaisseaux de l'intestin ne sont plus, n'amènent plus de sang, l'intestin est dévitalisé, il peut se nécroser, se perforer, péritonite, et il y a encore aujourd'hui des décès par étranglement hernière si on n'est pas intervenu 6 heures avant. Quelques hernies rares. La hernie de Spiegel, que je vous ai située tout à l'heure, vous voyez, elle est sur la même ligne que l'ombilique, mais plus latérale. Cette hernie, elle est très particulière. D'habitude, elle est beaucoup plus petite. Celle-là, elle est grosse, on l'a choisie exprès. Mais d'habitude, elle est toute petite et on la voit mal. Et son diagnostic est difficile. Elle passe entre deux petits feuillets aponévrotiques. Et ici encore, le scanner peut être utile pour confirmer le diagnostic parce qu'elle est cachée par un feuillet aponévrotique. Elle ne s'extériorise pas bien. Elle donne des douleurs et on ne voit pas grand-chose. L'hernie lombaire, parce que, encore plus rare, parce que
l'entrecroisement des fibres musculaires dans la région lombaire laisse deux petites brèches qui sont plus ou moins importantes. Et en raison, par exemple, d'un amaigrissement considérable, les muscles ayant diminué, les brèches sont proportionnellement plus importantes et la hernie peut s'extérioriser. Ça peut être dû aussi à un traumatisme qui fragilise ces muscles. C'est le cas de ce patient. Vous voyez cette bosse au niveau de la région lombaire qui a été opérée et guérie. On voit ici sur le scanner l'extériorisation de l'intestin à travers la paroi musculaire de la région lombaire. Encore plus rare, les hernies dites ischiotiques ou sciatiques parce qu'elles s'extériorisent au niveau de la fesse, notamment, vous voyez ici le muscle grand fessier qui recouvre toute la fesse qui était incisée, qui découvre les muscles plus profonds, et on voit qu'entre ces muscles, il y a des espaces où passe notamment le nerf sciatique et l'artère fessière, et par ces espaces, quelquefois, mais très rarement, peut s'introduire un petit récessus de péritoine, avec quelquefois même de l'intestin. On en voit un exemple ici, vous voyez, c'est pas gros, et tout est couvert par le grand fessier, donc le diagnostic n'est pas aussi évident qu'on l'a montré sur ce schéma. Enfin, encore plus rare, les hernies périnéales. Imaginez que c'est un sujet de sexe féminin qui est installé en position dite gynécologique, c'est-à-dire les jambes sur des appuis. On voit en arrière le rectum, en avant le vagin, et on voit très bien sur ce schéma que le fond du bassin est fermé par un diaphragme musculaire qui est formé par un entrelacement de muscles différents. Et comme précédemment, il arrive qu'entre ces muscles, il y ait un espace. Alors, si cet espace est situé en arrière, bien, la hernie va s'extérioriser à côté de l'anus, c'est ce qui est figuré en haut ici. Et si l'espace est situé en avant, la hernie va s'extérioriser au niveau de la grande lèvre. Elle se voit essentiellement chez la femme. Mais ces hernies sont très rares et ça n'a rien à voir avec les prolapsus génitaux. On y rattache les éventrations qu'aujourd'hui on a tendance à appeler plutôt hernies incisionnelles. Elles surviennent sur des grandes incisions de laparotomie qui ont mal cicatrisé. Il y a des facteurs favorisant l'infection, la suppuration, mais aussi des facteurs liés aux patients, l'obésité, le diabète, le tabac qui empêchent, qui gênent la cicatrisation de qualité. Et vous voyez ici, sur le scanner, si je retrouve ma flèche, voilà, ça c'est le foie, et vous voyez l'extériorisation de la hernie hors de l'abdomen. Cette image pour montrer que ce type d'éventration peut survenir même sur une cicatrice d'appendicectomie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Pellissier. Est-ce que vous avez déjà des questions ou pas encore? Alors moi j'ai deux petites questions et remarques, des questions que je veux poser pour le public. La première question, c'est vous avez bien dit que les complications, en particulier les hernies étranglées, survenaient lorsque l'orifice était petit, mais je pense qu'il faut bien insister pour le public que le risque de complications et notamment de nécrose, enfin que l'intestin soit coincé dans la hernie n'est pas nécessairement en rapport avec la taille
de la hernie. Tout à Il a un fait. rapport avec l'orifice, mais Tout pas à avec la fait. taille. Je crois que ça, c'est une chose à savoir. Et en particulier, vous n'avez pas différencié, sans tomber dans un problème technique, vous avez très bien dit, et je crois que c'est très important pour le public de voir que l'homme, en tous les cas dans la région inguinale, est plus souvent atteint, mais qu'il existe chez la femme une hernie un peu particulière qui n'est pas dans le canal inguinal. Parfois, ça existe. Et il y a des hernies de l'ovaire, mais c'est pas le sujet du jour. Mais il y a des hernies qui sont en dessous au niveau du canal, au niveau de la région inguinale, qui sont dans l'orifice qu'on appelle crural. Et vous n'avez pas donné ce mot, mais c'est un. Si vous avez déjà eu des gens qui sont en ligne ont déjà eu ce mot-là, crural, c'est un orifice qui est en dessous du canal de l'orifice inguinal et qui est dangereux. Pourquoi? Parce que justement, il est petit. Il y a un ligament là qui permet, enfin, qui risque de comprimer l'intestin grêle. Et si vous voulez dire un mot, peut-être, mais c'est Alors, je n'en ai pas parlé parce que le docteur Gillion va en parler plus dans la région inguinale. abondamment D'accord. dans la prochaine présentation. Donc, ce n'est pas la peine de répéter Tout les à fait. choses, mais bien sûr, je suis tout à fait Alors, d'accord avec vous. il y a une autre question que se posent souvent les gens. Actuellement, vous nous avez très bien montré des éventrations avec des grandes cicatrices. Et j'allais vous poser une question. Est-ce que la laparoscopie et la célioscopie, où les trous sont plus petits, met à l'abri des petites, entre guillemets, parce qu'elles sont obligatoirement petites, éventrations, où vous avez souvent des complications au niveau des trous des orifices? Alors, on a quand même des petites hernies. L'exemple du scanner qui montrait une petite hernie, c'était précisément une hernie sur un trou de trocar, puisque la célioscopie a permis d'éviter les grandes éventrations, puisqu'on ne fait plus les grandes incisions, enfin, dans la majorité des cas. Mais ces trous de trocar ne sont pas toujours faciles à fermer pour le chirurgien, parce que la cicatrice cutanée est toute petite et il est obligé de refermer les muscles à travers une petite cicatrice. Ce n'est pas toujours facile et on a quelquefois des éventrations sur ces trous de trocar qui se manifestent par des douleurs et qui ne sont pas toujours extériorisées. J'ai une question piège qui est très chirurgicale, c'est-à-dire que vous savez, pour ceux qui ont été opérés par laparoscopie ou célioscopie, qu'il y a les orifices des trocars sont plus ou moins gros. Et j'allais vous poser une question peut-être un peu idiote, mais faut-il fermer un trou de trocar de 5 millimètres ou pas? Et faut-il le fermer à partir de quelle taille? Est-ce qu'il faut le fermer à partir du moment où il fait plus d'1 centimètre, que celui de l'ombilic? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet, Monsieur No? J'appuie là-dessus. Oui. Alors, dans mon expérience, il n'y a pas de hernie incisionnelle sur les orifices de 5 millimètres. C'est essentiellement sur les trocars qui font 10 ou 12 millimètres. Mais à ce sujet, puisqu'on ne va pas rentrer dans une discussion entre les techniques de cure de hernie inguinale TAP et TEP, dans la TEP, on ne perfore pas le feuillet postérieur et le péritoine de la gaine du droit. Donc, a priori, on n'a pas de hernie incisionnelle. Alors que dans la TAP, mais ça, on n'en parle pas très On, souvent. on expliquera ça, c'est On un peu expliquera compliqué, ça. mais oui, parce que Monsieur Pellissier nous a pas précisé une chose, on s'excuse là parce que ça devient un petit peu technique, mais en principe, dans la hernie, il en a parlé à un moment, il a parlé du péritoine. Alors, Oui. il y a une chose pour les chirurgiens, c'est ce fameux sac. Il y a, dans la hernie, il y a une poche qui est faite en général par le péritoine, qui s'appelle donc le sac hernière. À l'inverse, en principe, dans une éventration, il peut ne pas y avoir de péritoine. Enfin, surtout quand c'est une éviscération couverte, enfin, c'est un peu compliqué, on va peut-être pas rentrer dans ces détails. Est-ce que ça a une importance qu'il y ait une péritoine pour la cure et la guérison, pour le traitement, la guérison? On va peut-être en parler plus loin, je ne sais pas. Mais je pense que c'est bien parce qu'on voit très bien sur vos schémas, il y a les muscles, mais il y a aussi une autre partie qui peut se déchirer, justement, plus ou moins, c'est quid du péritoine. Est-ce que vous en tenez beaucoup compte dans votre description, dans vos réflexions et dans la cure? Pour le public, le péritoine, c'est une enveloppe qui tapisse la totalité de l'intérieur de la paroi abdominale. Je dirais que c'est un petit peu comme euh, un coffret à bijoux dans lequel il est tapissé de soie. Le péritoine, c'est un peu comme de la soie qui enveloppe l'intestin et qui le protège. Et nous avons le plus grand respect pour le péritoine euh, parce qu'il était fragile et parce que lorsqu'on le lèse, par exemple, c'est une cause d'adhérence intestinale. Vous avez sûrement entendu parler des adhérences et des douleurs
dû aux adhérences. Aujourd'hui, on respecte de plus en plus le péritoine et, si possible, on provoque le moins d'adhérences possible. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Sauf s'il y a des questions sur le chat. Sinon, bah, on va maintenant rentrer, on a après cette description générale et on va peut-être rentrer dans le vif du sujet en commençant par la hernie, je crois, Alors, la plus fréquente. Je vous laisse le soin de présenter monsieur Gillion. je passe la parole au docteur Gillion, et qui est aussi un éminent spécialiste de la hernie et qui a créé le registre français de la hernie en activité depuis plusieurs années. Bien, ben, en tous les cas, encore merci, monsieur Pellissier. Et maintenant, on va écouter donc monsieur Gillion sur la hernie de l'aine, là, ce qui fait qu'il peut parler de tout ce qu'il y a dans l'aine. Flèche à droite. Voilà, bonsoir. Donc, chers collègues, chers membres de la Fondation de l'Académie de médecine et de la Fondation de l'Académie de chirurgie. Le rôle qui m'est dévolu ce soir, c'est de parler de façon didactique des hernies inguinales. Il y aura quelques petites redites avec ce que vient de dire Édouard, mais on va essayer d'être plus précis sur les hernies inguinales. Donc, ça a été dit, d'abord, une hernie inguinale, c'est dans l'aine, comme le nom l'indique, et c'est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Il a été dit pourquoi, vous voyez, parce que au niveau du passage du cordon, il y a un défect qui existe une fragilité dans la paroi abdominale, et cette fragilité peut augmenter de volume, créer une hernie dans laquelle peut s'engager l'intestin, comme on voit très bien sur ce schéma. En vrai, ça a été dit, une hernie, c'est exactement rien d'autre qu'une hernie de chambre à air à travers un trou dans un pneu. Bah, évidemment, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, parce que dans la chambre à air, il n'y a pas que de l'air, il peut y avoir des éléments nobles qui peuvent s'étrangler. Et puis, nous, quand on répare, il faut qu'on fasse extrêmement attention à ne pas léser tout ce réseau de petits nerfs sensitifs que vous voyez là, et qui courent dans les différentes couches de la paroi abdominale, comme si c'était un pneu. Et ces petits nerfs-là, si on les lèse, ça peut donner des douleurs post-opératoires aiguës, mais surtout des douleurs post-opératoires chroniques. Et une des tâches des spécialistes de la paroi maintenant, c'est non seulement de traiter la hernie, de réduire si possible le taux de récidive, mais surtout de réduire le taux de douleur chronique qui peut pourrir la vie, entre guillemets, de certains patients. Heureusement, ces douleurs sont très rares, mais c'est la tâche d'un chirurgien qui s'intéresse à la paroi, c'est de connaître parfaitement son anatomie et parfaitement l'anatomie des nerfs. Par les vues par en arrière, sous cystoscopie, on comprend vraiment bien ce que c'est qu'une hernie. C'est vraiment un trou dans la paroi dans lequel s'engage le péritoine, ça vient d'être dit. Et ces hernies sont entourées d'organes nobles qu'il faut bien entendu préserver. Je ne vais pas tous vous les décrire ici, mais c'est des organes qu'on repère plus ou moins facilement. Et il y en a qu'il faut repérer, qui sont très fins, très bien cachés. Ce sont les petits nerfs, vous voyez en bas à droite. Vous voyez les petites structures blanches, ce sont des petits nerfs. Il ne faut pas les abîmer du tout, parce que sinon, ça crée des douleurs qui sont très difficiles à traiter par la suite. Alors, quels sont les symptômes d'une hernie de l'aine? Édouard en a parlé déjà. C'est souvent au début une simple gêne locale, intermittente, au niveau d'une tuméfaction molle de la hernie de l'aine. Quand on tousse, elle sort. Quand on appuie dessus doucement avec la main, eh bien, ça rentre. C'est donc réductible. Et cette gêne, ça a été dit, peut rester tolérable pendant des années, mais inexorablement, elle augmente et la gêne augmente à mesure que la hernie grossit. Et ça peut, Édouard l'a montré, prendre des proportions conséquentes, pas tellement en Europe, mais notamment dans les pays en voie de développement. Une douleur aiguë doit faire craindre un étranglement, surtout si elle s'accompagne de vomissements, d'arrêt des gaz. Le diagnostic est facile lorsque la hernie est connue. La hernie, elle est devenue dure, douloureuse, non réductible. Le diagnostic est beaucoup plus difficile, on en a parlé, quand il s'agit d'une petite hernie crurale. C'est juste une hernie juste à côté de la hernie inguinale. C'est le cas souvent chez la dame âgée qui ne savait pas qu'elle avait une hernie. Elle se présente avec une occlusion intestinale et le diagnostic est fait par la palpation systématique des orifices hernières. C'est une des premières choses qu'on apprend à nos internes en médecine et en chirurgie. Et dans ce cas-là, ça a été dit, le plus tôt c'est le mieux.
l'intervention s'impose en urgence avant que l'intestin ne soit abîmé. Et donc, dans ces cas-là, le diagnostic est clinique et pas de scanner, parce que passer un scanner, ça perd du temps. En dehors de l'urgence, le diagnostic de hernie, ça a été dit, il est clinique, c'est facile pour un chirurgien. Il suffit d'examiner le patient en position debout. C'est une tuméfaction molle qui est expansive à la toux, réductible, et l'examen clinique est le plus souvent suffisant. Mais parfois, le diagnostic est difficile. C'est le cas assez fréquent des douleurs inguinales sans hernie palpable. Alors, l'imagerie est performante, on vient de le dire, mais premièrement, elle est inutile si elle confirme une hernie palpable. Ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien. Elle peut méconnaître une hernie si l'examen est fait allongé, sans effort, sans tousser, sans faire pousser. Là, on peut avoir un scanner, entre guillemets, qui a l'air normal si on ne fait pas attention à tout ça. Il y a aussi des faux positifs, Edouard en a parlé, et ça, c'est pas rare. Et vous avez des patients qui arrivent avec une échographie en disant j'ai une hernie, et il faut faire très attention parce que si on les opère, ils n'ont pas de hernie, c'est qu'ils avaient autre chose. Je vais y venir dans un instant. En revanche, cette imagerie, elle est très, très, très utile dans la mise en évidence des causes non hernières dans le cadre de ces douleurs de laine sans hernie. Car il y a beaucoup de douleurs de laine qui ne sont pas liées à une hernie, même débutante. Ce sont des douleurs irradiées ou rapportées, par exemple des douleurs de hanche, par exemple ce qu'on appelle la hernie du footballeur ou la hernie du sportif, qui n'est pas une hernie, c'est une pubalgie, et surtout toutes les causes qui viennent du rachis. Dans le public, on sait maintenant que quand on a une sciatique, on a mal aux pieds, on a mal à la jambe, mais ça vient du rachis. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut avoir aussi une douleur de fesse ou une douleur de laine et qui vient du rachis. Et donc, dans ces cas-là, le risque, ce n'est pas de retarder le traitement d'une éventuelle hernie débutante. Ça, il n'y a pas de grand risque. C'est surtout d'opérer à tort une douleur non hernière, parce que la douleur, elle va revenir en post-opératoire, on va l'attribuer à une complication de la chirurgie, alors qu'en fait, ce n'est que la réapparition d'une douleur préopératoire. Alors maintenant, venons-en aux options thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une hernie, qu'est-ce qu'on fait? La première option, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. On peut très bien juste surveiller, notamment chez l'homme d'âge mûr, car l'étranglement est rare. On vous a rappelé que chez l'homme, l'orifice hernière, il est musculaire. Le monsieur, il a des muscles affaiblis par l'âge. Et donc, on n'est pas pressé. Et on peut très bien surveiller et différer l'opération en attendant que la gêne fonctionnelle soit suffisante pour justifier l'opération. Ce n'est pas du tout le cas chez la femme. Chez la femme, la hernie est plus volontiers. Il y a des hernies inguinales, mais il y a souvent des hernies crurales qui sont juste en dessous. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais au lieu d'avoir un orifice musculaire, c'est un orifice fibro-osseux, ostéofibreux si on veut. Et donc, l'étranglement est beaucoup plus serré et beaucoup plus grave. Donc, une hernie chez la femme, il faut l'opérer sans trop traîner. Chez le monsieur d'âge mûr, on n'est pas pressé. Le bandage hernière. Alors ça, c'est la réminiscence d'un lointain passé. Les Égyptiens anciens l'utilisaient déjà 7 siècles avant Jésus-Christ. J'ai pris cette photo de l'autre côté de la rue, au musée de l'école de médecine. C'est, à mon avis, pas indiqué chez un jeune patient parce que je pense que le bandage est plus gênant que la hernie et que vaut mieux se faire opérer. On dit que ça pourrait être utile chez un patient âgé. Moi je trouve qu'ils sont souvent pas très très efficaces et surtout les contre-indications définitives à la chirurgie sont exceptionnelles maintenant. C'est-à-dire qu'on peut très bien préparer les patients et les opérer éventuellement sous local. Donc il n'y a pas de vraie contre-indication. Il y a un patient, il est âgé, il a des comorbidités. Si on le prépare bien, on peut l'opérer. Alors, si on décide d'opérer, en fait, la chirurgie, c'est le vrai traitement curatif des hernies. On a le choix entre une couture ou la mise en place d'une prothèse. Vous voyez en bas, ce n'est pas une plaque, c'est une prothèse, c'est quelque chose de très souple. C'est un filet prothétique. Et la suture, c'est la règle chez l'enfant et l'adolescent. Il y a une règle, on ne met pas de prothèse rigide dans un organisme en croissance. Ça peut être aussi une option. Il y a des adultes qui nous demandent d'être opérés sans prothèse pour différentes raisons. On peut le faire, c'est une option recevable, mais il faut leur expliquer les avantages et les inconvénients. Parce qu'en vrai, maintenant, on a une évidence base médecine très robuste en faveur de la cure des hernies par des prothèses. C'est efficace et c'est sûr. Alors maintenant, si on dit on va faire une cure prothétique,
comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je me suis permis d'emprunter ces schémas à Édouard Pellissier, qui est là, parce que je trouve qu'ils sont extrêmement didactiques, extrêmement parlants. En gros, une suture, c'est une réparation sous tension. Vous voyez le schéma du milieu. Donc, on comprend bien que ça peut augmenter le risque de douleur et le risque de récidive. Alors que la cure prothétique, c'est une réparation sans aucune tension, et on comprend bien qu'a priori, ça diminue le risque de douleur et de récidive. Et maintenant qu'on a compris ça, eh ben, où est-ce qu'on la met, cette prothèse? Alors, on peut la mettre en avant, en superficie, mettre un patch superficiel. En fait, ça marche. Assez curieusement, ça marche. Mais ça, quand même, la pression abdominale a tendance à décoller le patch, et donc ça augmente le risque de douleur, de récidive. Ça oblige à fixer le patch, et ça peut donc donner plus de douleur qu'autrement. En revanche, si on met le patch en profondeur, c'est-à-dire en arrière des muscles, entre les muscles et le péritoine, eh bien, la pression abdominale, par elle-même, maintient le patch en place. Et on n'est pas obligé de le fixer. Il tient tout seul. Il tient tout seul. Et donc, on a beaucoup moins de douleur et de récidive. Alors maintenant, une diapo. Pourquoi ça passe plus? Ah, voilà. Maintenant, une diapo un peu cocorico. Le concept de patch profond, c'est un concept français. Ça a été décrit dans les années 60 par un Rémois, on en parlait tout à l'heure, Jean Rive. Et ce concept, c'est grâce à ce concept qu'on est arrivé à imaginer et à réaliser des techniques mini-invasives, que ce soit donc les techniques mini-invasives, on met un patch profond, soit on le met par une toute petite incision inguinale. C'est une technique qui a été décrite par Édouard Pellissier, qui est là, et qui a inventé la prothèse, inventé la technique, cocorico, soit sous célioscopie, avec des petits orifices, avec des petits trous. Et là encore, en France, on a été les pionniers, les promoteurs de cette technique. Je vous ai mis 4 portraits de chirurgiens très brillants qui ont démarré cette technique en France, et nous les, nous les félicitons. Alors bien sûr, toute chirurgie, il n'y a pas de chirurgie sans complications. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, il y en a. Juste pour dire que parmi les complications précoces, les douleurs post-opératoires précoces, post-opératoires, ont beaucoup diminué depuis qu'on met des prothèses et qu'on ne fait plus les sutures. Les sutures, c'est sous tension, ça faisait mal, ça marche, mais ça faisait mal. Et parmi les complications tardives, les récidives hernières, c'est-à-dire la hernie qui revient, les récidives hernières, depuis qu'on met des renforts prothétiques, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Et reste le problème des douleurs chroniques. Et c'est là où, entre guillemets, se fait la différence parmi les chirurgiens. Il y a ceux qui font des techniques qui ont moins de douleurs que les autres, et d'autres qui font une technique éventuellement avec un petit peu plus de douleur. Je rappelle ici que parmi les douleurs chroniques, il y a des douleurs qui sont liées à la chirurgie, et on peut donc espérer les réduire en améliorant toujours nos techniques. Et puis il y a celles qui préexistaient à l'opération, qui n'ont rien à voir avec la chirurgie. Et là, on peut améliorer nos résultats en étant beaucoup plus pertinents sur nos indications. C'est ça qu'on apprend à nos jeunes collègues. L'ambulatoire est devenu la règle. On voit ici une courbe, on voit très bien sur cette courbe, dans le Club Hernie, dans les chirurgiens du Club Hernie, on est passé, vous voyez, de 2011 à 2024, on est passé de 60% de prise en charge en ambulatoire à plus de 85% pour un taux souhaité par les tutelles de 80%. Les contre-indications à l'ambulatoire existent, mais elles sont rares. C'est essentiellement dû à des problèmes d'anticoagulants et de comorbidité. Juste avant de quitter cette diapo, je lisais cet après-midi un article des Japonais. Au Japon, ils ont 5% d'ambulatoire dans la cure des hernies d'aine. 5%, je dis bien. En Allemagne, ça tourne aux alentours de 20% à peu près. En France, on est à plus de 80%. Autre chose un petit peu nouvelle, l'évidence basse médecine dit qu'on peut très bien reprendre rapidement ces activités après une chirurgie de la hernie. On a une évidence basse médecine dessus, c'est sous-tendu par l'évidence basse et c'est sous-tendu par la vraie vie. Là, je vous mets ici une photo d'un de mes patients qui avait une compétition de motocross.
il ne pouvait pas la faire parce qu'il avait ses hernies qui le gênaient, et la compétition était 3 semaines après la chirurgie. Il a fait cette compétition, il l'a gagnée, et il m'a envoyé cette photo. Donc attention aux idées reçues. Attention aux idées reçues de l'arrêt de travail prolongé. Ça date de l'époque où on faisait des sutures avec des fils. Voilà. Et attention également aux arrêts de travail à rallonge. Euh, euh, voilà. Il y a des petits profiteurs des arrêts de travail à rallonge. Donc à retenir les take-home messages. L'étranglement herniaire, c'est une urgence vitale, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'on le pensait et qu'on le disait. Quand j'étais jeune interne, on disait que c'est vrai, c'est une urgence vitale, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il ne faut pas passer à côté. Et donc, on a le temps de choisir son moment, de choisir son chirurgien, de choisir avec lui la technique qui nous convient le mieux, de choisir de se faire opérer et au final, de profiter d'une meilleure qualité de vie après la cure de sa hernie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Jean-François. Je voudrais revenir sur les techniques chirurgicales, un mot simplement. Euh, une comparaison entre le fait de suturer l'orifice hernière ou de mettre une pièce, c'est comme dans un fond de culotte qui est usé. Autrefois, on pouvait rapiécer ou raccommoder. On est en train d'y revenir d'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est recommandé actuellement pour l'écologie. Mais c'est une autre histoire. Donc, euh, suturer l'orifice, c'est raccommoder. Et donc, on raccommode, on rapetasse des tissus qui ne sont pas de très bonne qualité. Et avec la tension dont a parlé le docteur Gillion, c'est un facteur de récidive. Et il est évident que mettre une pièce, rapiécer, ça supprime la tension, ça ramène un tissu synthétique solide et ça donne de bien meilleurs résultats. Je pense que, est-ce qu'il y a des questions déjà pendant ce temps? Ça ne vient pas? Non, il n'y a pas. Les gens ne sont pas très bavards ce soir. Bon, moi j'ai 2, 3 remarques et 2, 3 questions. Ma première question, c'est très pratique. J'ai 25 ans, 30 ans, j'ai une petite hernie inguinale, une petite bosse quand je tousse, etc. Vous m'avez dit de ne pas me presser pour me faire opérer. Est-ce que ça vaut le coup pour quand je fais du vélo, du sport, du jogging, de mettre une ceinture? Ah non, je crois pas. Je crois que si vous êtes gêné, il faut vous faire opérer. La ceinture n'évite pas une complication. Non, 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 elle fait plaisir aux pharmaciens qui les vendent. C'est ça que vous voulez me dire. Moi, je suis non. Bon, alors ça, c'est important. Il faut être logique. Non, mais d'accord. Une hernie qui ne gêne pas beaucoup, on n'est pas pressé de l'opérer. Si elle commence à vous entraver, si vous ne menez pas une vie normale, il faut vous faire opérer. Alors, vous n'avez pas expliqué, je pense qu'il faut dire quand même un mot pour les spectateurs, même si ce n'est pas des chirurgiens. Vous mettez votre plaque, là, on a bien compris que c'était mieux, mais vous ne nous avez pas expliqué que... Enfin, moi, je vous pose une question. J'ai compris quand même, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin, mais je sais que de mon testicule, il y a des choses qui remontent, et puis il y a des choses qui descendent. Il faut que mon testicule, il ait toujours du sang et des vaisseaux qui arrivent, et puis il faut que mon sperme, il parte de mes testicules et qu'il aille au bon endroit. Quelle est votre technique chirurgicale la meilleure pour mettre... alors là, je vous dévoile que je suis quand même un peu médecin, mais comment vous vous organisez justement pour laisser... On doit refermer le trou, mais si vous voulez, c'est pour ça que je pense très sincèrement que chez la femme, c'est plus simple, parce qu'à la limite, on peut complètement boucher le trou. Mais chez l'homme, comment vous faites pour fermer le trou tout en laissant passer ce qui doit passer par le trou? Alors, en fait c'est qu'on fait une chicane avec la prothèse, c'est-à-dire qu'on libère les éléments du cordon spermatique sans les disséquer de trop, et on met la prothèse qui fait qu'il y a un genre de chicane, et on touche le moins possible au cordon. Ces problèmes-là étaient des problèmes embêtants du temps où, justement, on recousait. Parce que quand on faisait des sutures par voie inguinale, il fallait, entre guillemets, serrer le kiki, mais pas trop, pour éviter la récidive. Maintenant, avec les techniques qu'on a, il n'y a pas ce problème de serrer trop ou de serrer pas assez, puisque on crée un genre de chicane. Et donc, on dissèque juste ce qu'il faut du cordon, et pas plus.
Et en tout cas, on n'est pas obligé de serrer le cordon. Oui, Oui, je voudrais juste ajouter, j'ai entendu le terme de plaque. Et je crois que pardon, pour les auditeurs, ce terme peut être trompeur. C'est pas une plaque rigide, c'est pas un métal, c'est pas quelque chose de solide. Une plaque, c'est un voile de tissu synthétique qui s'intègre parfaitement dans les tissus, qui est souple et qui les respecte. Donc, il n'y a pas de risque d'irritation spécifique lié à l'usage de ces prothèses. On parle aujourd'hui de prothèses beaucoup plus que de plaques. est-ce que vous pouvez, il y a une question dans la salle de M. Garin. Il est là, no, excusez-moi, oui, ouais. Philippe. Voilà. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vous avez parlé de prothèses. Que proposez-vous aux milliards d'habitants sur cette terre qui n'ont pas les moyens d'avoir une prothèse? Personnellement, je connais un peu le problème. La hernie est une véritable catastrophe dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique. Vous avez des populations agricoles. Un agriculteur qui a une hernie ne peut plus travailler. Il y a une désertification des chirurgiens. Donc les hernies sont opérées là-bas souvent maintenant par des infirmiers ou des médecins généralistes formés à la chirurgie. On a essayé de découper des moustiquaires pour faire des prothèses, mais il y a deux problèmes. C'est qu'un, c'est cher, pas la moustiquaire, mais les prothèses standards. Et deuxièmement, l'antibiothérapie est bien entendu difficilement acceptable. Quelle technique chirurgicale pouvez-vous proposer à la moitié de l'humanité? Alors, pour la moitié de l'humanité, il faut faire des sutures. Il faut faire des sutures. Mais quelle technique? Ah, bon, le Schuldeis Alors, le Schuldeis est techniquement difficile. Oui. Oui, mais et nécessite une vraie anesthésie. Voilà. Donc, le Schuldeis, si on peut faire un Schuldeis, on fait un Schuldeis, c'est-à-dire une suture avec des paletots. C'est le mieux. À un moment donné, on a beaucoup parlé des moustiquaires. Et je peux vous assurer que les C'est pas très moustiquaires... cher et ça avait l'air de marcher. Oui, mais ça s'infecte. Ça dépend des conditions dans lesquelles on l'a. Mon expérience, personnellement, j'ai abandonné la moustiquaire. À cause de l'infection. Eh ben, non seulement à cause de l'infection, mais en plus pour mettre un morceau de moustiquaire, on ne peut pas faire ça sous anesthésie locale ou loco-régionale. Donc non, ce que je vous dis, c'est que c'est un énorme problème dans tous ces pays-là, parce que la hernie, c'est quasiment une urgence, même lorsqu'elle n'est pas douloureuse ou étranglée. La technique de Liechtenstein, elle se fait sous anesthésie locale. Oui, oui, absolument. C'est superficiel, on va dire. Oui, oui. Donc, pourquoi une locomotion? Ce qui serait fantastique, c'est qu'on invente, nos laboratoires inventent une prothèse qui puisse être adaptée dans ces pays-là. Oui, mais là, on retombe dans le prix. Ah ben oui. Ça me permet de vous poser là aux spécialistes, ça me permet de rebondir sur la question des prothèses. Alors, y a-t-il une prothèse idéale? Et Monsieur Garin a parlé de la moustiquaire, mais en dehors de la moustiquaire, est-ce qu'il y a quand même un petit taux d'infection et qu'il y a des infections qui sont compliquées? Ou parce que il est sûr que quand on... Bon, d'abord, première réponse, c'est quand on fait une raphie, est-ce que vous êtes bien d'accord qu'il faut la faire au fil non résorbable ou pas? Oui, il faut la faire au non résorbable et il peut y avoir des infections sur fil. Donc d'accord, donc c'est comme elle est non, c'est pour ça que je vais là, donc parce qu'une cure de hernie, même avec un Schuldeis, avec des fils, je dis pour le grand public, dans les fils, il y a des fils donc résorbables, et pas très logique. Non, il faut le faire avec. Donc il faut faire avec des fils non résorbables, donc il y a un risque d'infection. Alors qu'est-ce que c'est le pourcentage un peu d'infection? Et que se passe-t-il quand il y a une infection? Est-ce que c'est facile d'enlever une prothèse? Alors heureusement, dans les pays d'Europe, ou dans les pays non en voie de développement, le taux d'infection, il est bien connu. Il est de l'ordre de 1 à 2 pour 1000. Pas beaucoup. 1 à 2. Alors qu'en ventral, on est plutôt dans l'ordre du pourcent, de 1 à 2%. Mais en incisionnel. Donc, c'est 1 ou 2 pour 1000. Et dans ces cas-là, effectivement, soit l'infection est rapide, elle est précoce, et en fait, ça donne un gros abcès. Et ce n'est pas compliqué à ce moment-là, pas tellement compliqué de retirer la prothèse quand c'est par voie inguinale ou même quand c'est par voie cystoscopique, quand c'est précoce. En revanche, ça devient très compliqué quand l'infection est tardive, des mois ou des années après. Parce que là, il y a une partie de la prothèse qui n'est pas
intégrée, celle qui est infectée, et il y a une partie de la prothèse qui est intégrée, qui colle aux éléments nobles, aux gros vaisseaux par exemple. Et là, c'est très compliqué de retirer l'ensemble de la prothèse sans faire de gros dégâts. Donc, pour répondre à cette question, c'est une éventualité rare. Et quand on fait une infection, entre guillemets, il vaut mieux la faire précoce parce que la prothèse est plus facile à retirer. Voilà mon opinion. Mais c'est vrai que retirer une prothèse inguinale infectée des années après, c'est une chirurgie qu'il ne faut pas mettre en toutes les mains. Il faut vraiment un chirurgien extrêmement spécialiste. Alors, on est en ambulatoire et vous pouvez juste dire un mot sur la prévention de l'infection. Est-ce que les patients donc, doivent être rasés? Première question, qui est très simple. Est-ce qu'on fait des toilettes à la bétadine ou pas? On est avec du grand public, hein. Donc, quelle est l'ambiance dans votre service pour que le patient arrive, entre guillemets, le plus préparé à la chirurgie et qu'il ait le moins d'infections possible? Et notamment, qu'en est-il de l'antibiothérapie? Alors, il y a des études randomisées là-dessus. Et donc, on ne rase plus. On dépile ou on. Voilà. Les études randomisées montrent que. Alors, ça, c'est pour la voie inguinale. Et puis, en célioscopie, on fait des petits trous. Le problème du rasage est encore moins prégnant. Mais en tout cas, autrefois, on faisait des rasages la veille. Et ça, c'est le pire. Parce que le rasage la veille, des petits microbes peuvent se mettre dans les plaies, dans les micro-plaies entre le rasage et l'opération. Donc, si on fait une préparation cutanée, il faut que ça soit le plus près possible du moment de l'opération. Il y a aussi des prothèses Oui, je vois que tu me fais qui signe. supportent mieux Voilà. l'infection. Avec le développement des prothèses, effectivement, on apprend à fabriquer des prothèses, comme d'ailleurs on apprend à fabriquer des fils qui se défendent mieux contre l'infection. D'une part parce que on gère mieux la réaction à corps étranger qu'elles induisent, et d'autre part parce que elles ont des procédés techniques de tissage qui font que les bactéries, lorsqu'elles vont contaminer éventuellement une prothèse, vont moins pouvoir s'y fixer, vont être moins adhérentes et vont donc être plus faciles à éliminer pour éviter un sepsis chronique persistant qui amènera effectivement inéluctablement une explantation, c'est-à-dire l'ablation de la prothèse. Donc aujourd'hui, on a des prothèses de qualité plus armées face à l'infection. Quant à l'antibioprophylaxie, pour répondre à la question, on a deux objectifs un peu contradictoires. Il faut mettre des antibiotiques pour prévenir l'infection, et puis si on en met trop souvent à trop de patients, on induit des antibiorésistances. On modifie l'écosystème de la santé en général. Et donc, là aussi, il y a eu à la fois des études randomisées et des réflexions pour savoir est-ce que c'est utile ou pas, notamment dans une chirurgie qui est réputée propre, comme la cure de hernie à froid. Et par exemple, et on a des recommandations qui parfois sont contradictoires. Par exemple, la European Hernia Society, avec des méta-analyses très puissantes, avait montré que dans les pays, entre guillemets, qui ne sont pas en voie de développement, c'était pas la peine de faire une antibioprophylaxie avant cure de hernie. En France, ça a été très débattu avec nos collègues anesthésistes, et au final, je crois que je suis sûr, les dernières recommandations sont de faire une antibioprophylaxie. C'est-à-dire un flash antibiotique péropératoire. Une injection. Une injection. D'accord. Bien, je crois qu'il y a des questions en ligne, alors on vous écoute. On a une question. Est-ce que le risque de hernie inguinale est plus grand après une prostatectomie? Alors, oui. Alors, il n'y a pas énormément d'études, mais effectivement, c'est décrit. Il y a des séries qui ont tendance à dire qu'on avait un petit peu plus de hernie inguinale après les prostatectomies radicales, oui. C'était tout. Alors là, le corollaire, c'est on n'en est pas au stade de mettre une prothèse préventive, non. Mais c'est oui, tout à fait. En revanche, le cas qui est pas rare, c'est un chirurgien urologue qui fait une prostatectomie radicale et qui trouve une hernie à ce moment-là. Et ben, si son collègue chirurgien pariétal est dans le coin, ben, il vient lui donner un petit coup de main. Et puis sinon, je pense que les urologues sont capables de le faire aussi. Mais si le chirurgien pariétal est dans le coin, c'est mieux. J'ai eu une dernière question, vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais vraiment qu'on se soit bien clair pour les gens qui nous écoutent. Je crois qu'il y a la hernie qu'on va appeler congénitale.
C'est une hernie, oublions même l'enfant, mais même jusqu'à 17 ans, 18 ans, 19 ans, des hernies donc, qu'on va appeler du sujet jeune et qui est une anomalie, entre guillemets, anatomique de la mauvaise fermeture du canal dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a les hernies qui sont celles qu'on a vues en photo énormes et puis qui sont ce qu'on appelle les hernies du vieillissement ou de faiblesse. Est-ce que vous pensez que, je crois comprendre, mais que ça soit bien précisé, à quel âge on fait la frontière et quels sont les 17, 16 ans, qui a quand même une boule qui le gêne, il fait son sport. Et est-ce que là, vous lui faites pas une petite réparation simple ou quoi? Alors, en tout cas, chez l'enfant, pas de prothèse. Chez Vous l'adulte, connaissez, hein, parce que chez l'adulte, maintenant, prothèse. il y a ce qu'on appelle les AJA, qui est un vrai problème, c'est les adultes de jeune âge. En tout cas, quand la croissance n'est pas terminée, pas de prothèse. Ensuite, chez l'adulte, après, c'est vraiment à discuter avec le patient. Il faut prendre son temps, il faut peser le pour et le contre. Les anglo-saxons disent tailoriser. Il faut faire un traitement sur mesure. Il faut discuter des avantages et des inconvénients de chaque technique. Et là où on voit qu'on a en face de soi un bon chirurgien, c'est qu'il est capable de faire plusieurs techniques et de s'adapter à la fois à la hernie et s'adapter au patient. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, dans la salle, non. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait vraiment le point sur les hernies et je vous donne la parole pour le... Alors, je vais donner la parole au docteur Jean-Pierre Cossat. Il va traiter le sujet des hernies ventrales, c'est-à-dire essentiellement les hernies ombilicales et épigastriques qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma. Merci Édouard. Oui, effectivement, les hernies ventrales, donc les hernies de la paroi antérieure de l'abdomen sont essentiellement des hernies médianes, donc ombilicales ou épigastriques, c'est-à-dire au-dessus de l'ombilic. Elles sont moins fréquentes que les hernies inguinales, mais elles concernent quand même 50 000 procédures par an en France. Les facteurs de développement de ces hernies sont les facteurs d'hyperpression dans la cavité abdominale, les grossesses multiples chez la femme, l'obésité androïde chez l'homme, l'ascite, c'est-à-dire l'accumulation de liquide dans la cavité abdominale chez le cirrhotique. Dans 2 cas sur 3, ces hernies sont symptomatiques lors des efforts, que ce soit des efforts sportifs qui font monter la pression abdominale ou des efforts d'hyperpression au quotidien, chez les gens constipés, chez les gens insuffisants respiratoires, chez les gens qui ont une obstruction prostatique. Le risque d'étranglement n'est pas nul, on vous l'a dit. Ce risque, il représente à la fois un risque d'étranglement de tissu graisseux contenu dans la cavité abdominale, mais de façon plus grave, bien sûr, de risque viscéral. La réparation est essentiellement appuyée sur des renforts prothétiques dès que le calibre de l'orifice hernière fait plus de 15 à 20 mm. Et il est important dans cette chirurgie des hernies ventrales de connaître 2 écueils. Le premier, c'est que ces hernies sont dans 20% des cas pluriorificielles. Il ne faut pas négliger un deuxième orifice de rencontre lorsqu'on opère une hernie d'un premier orifice. Et le deuxième écueil concerne la possibilité d'un diastasis associé. Édouard Pélissier vous a rapidement décrit ce que c'était qu'un diastasis, qui est une distension de la ligne blanche, la ligne qui réunit les 2 gaines des muscles grand droit. Et cette ligne blanche, qui fait 1 à 2 cm de large, peut être distendue de façon anormale, en générant à ce moment-là une voussure abdominale importante qui n'a pourtant rien à voir avec la bosse d'une hernie. Vous voyez sur ce patient qui présente une certaine obésité ventrale avec cette hernie ombilicale qui n'est d'ailleurs pas énorme, qui est figurée par la petite flèche rouge. Si vous lui demandez de se relever, en contractant sa sangle abdominale, il va faire apparaître cette grosse voussure au-dessus du nombril, biconcave, qui correspond au diastasis, qui est donc une distension, je le répète, et non une rupture de la paroi abdominale, et qui, en soi, ne fait courir aucun risque autre que celui d'un préjudice esthétique à ce patient. Le scanner, dans ces cas de figure, est d'un apport important puisqu'il permet de mieux préciser les lésions anatomiques.
Situation à risque, on vous l'a dit, risque d'étranglement, ce nourrisson, effectivement, qui présente un engagement digestif ombilical à haut risque et qui va bien sûr être opéré dans les heures immédiates suivant le diagnostic de la pathologie. Pourquoi? Parce que sinon, vous voyez ce viscère au centre de la cavité abdominale qui va souffrir de nécrose et générer une péritonite et à risque vital. Chez l'adulte, la réparation pariétale va donc être prothétique, toujours le même principe. On va se servir d'un filet qui va agir comme une rustine sur l'orifice. Ce filet, on va pouvoir le mettre soit par une chirurgie ouverte, soit en célioscopie, soit en pariétoscopie, on va détailler un petit peu les choses, soit par un abord mini-invasif qui ne sera pas adossé à une caméra. Le principe, c'est la mise en place de ce filet par la méthode la moins invasive possible, de façon à ce que ce filet soit le plus largement implanté en appui sur les muscles de part et d'autre de l'orifice. Et vous voyez sur ces scanners ce petit filet blanc ici que l'on voit sur la paroi antérieure de l'abdomen et qui traite la hernie. Les indications en matière de renfort pariétal prothétique dans la chirurgie ventrale sont très bien documentées sous l'égide de la Société européenne de chirurgie pariétale. Il y a différents sites anatomiques où ces implantations prothétiques peuvent être pratiquées. Et là encore, il faut faire un petit cocorico et rendre hommage à deux chirurgiens français des années 50, Rive et Stoppa, qui ont conquis ces espaces de la paroi abdominale antérieure en y implantant des prothèses qu'on appelait à l'époque effectivement des plaques. Et c'est eux qui ont posé les principes de base de la chirurgie prothétique ventrale. Avec l'avènement de la célioscopie, les chirurgiens ont cherché à reproduire ces renforcements prothétiques au moyen d'une approche mini-invasive que pouvaient leur apporter ces instruments et cette caméra. Mais il faut comprendre qu'au niveau de la paroi abdominale antérieure, le péritoine est adhérent aux muscles et peu facilement manipulable, notamment avec des instruments de célioscopie. C'est la raison pour laquelle, dans les 2 premières décennies, je dirais, de cette chirurgie qui a démarré dans les années 90, les filets prothétiques que l'on a implantés sous célioscopie pour les cures de hernie ventrale l'ont été directement en intrapéritonéal. C'est-à-dire que le chirurgien rentre son filet prothétique directement dans la cavité abdominale, le centre sur le défect, et comme il faut le fixer, il agit exactement comme s'il mettait un poster sur un mur, il met des agrafes. Ces agrafes marchent bien, la technique marche bien, elle est encore très largement répandue aujourd'hui. Elle a un inconvénient immédiat post-opératoire, c'est que ces agrafes, elles font mal. Elles font mal parce qu'elles s'implantent directement dans les muscles et que dans les premiers jours et même les premières dizaines de jours post-opératoires, dès que le patient se mobilise, dès qu'il se redresse, dès qu'il bouge, même dès qu'il respire, il sent la pression de ces agrafes au sein de sa sangle musculaire. Moyennant quoi, avec le temps, les choses se tassent et cette technique reste, je vous l'ai dit, très largement employée. Une deuxième interrogation sur cette technique, malgré tout, réside dans le fait que ces prothèses, en étant intrapéritonéales, viennent au contact de la graisse et des viscères qui sont dans le ventre, avec la possibilité, malgré toutes les précautions que l'on peut être à même d'envisager de la part de nos fabricants qui, jour après jour, travaillent à rendre les prothèses de moins en moins adhésiogènes, eh bien, malgré cela, il y a des cas rares, mais non nuls, de complications adhérentielles liées à l'implantation de ces prothèses dans la cavité abdominale. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de chirurgiens réfléchissent et développent de nouvelles techniques d'implantation prothétique mini-invasive
qui vont reproduire ce que avaient initialement mis en avant les chirurgiens Rivestopa dans les voies ouvertes, c'est-à-dire l'implantation de prothèses dans l'espace rétromusculaire et non plus dans la cavité abdominale. Comment ça se passe si l'on veut faire cette chirurgie avec une célioscopie? À ce moment-là, il va falloir arrêter la caméra, non pas ne plus la mettre dans le ventre, mais la mettre dans la paroi abdominale. Et là, on voit très bien, on va pouvoir insuffler du gaz et on va, vous voyez, le muscle rouge est en haut sur l'image de gauche de cette vue opératoire. Et on va, en insufflant la gaine du muscle, développer un espace qui va permettre, en l'ouvrant, de connecter l'espace contralatéral et de développer ainsi une chambre de travail dans laquelle on va pouvoir mettre le filet prothétique. Ce sont des interventions qui se réalisent exactement à l'identique des interventions de célioscopie conventionnelles, avec des abords qui peuvent être soit verticaux, supérieurs ou inférieurs, soit latéraux, selon le siège exact et les caractéristiques de la hernie à traiter. Ça reste une intervention qui est techniquement difficile parce que là encore, le péritoine étant adhérent aux muscles, les instruments vont être tangentiels à la paroi et cette tangentialité va obérer le degré de liberté de mobilisation des instruments. C'est ainsi que le robot, qui se développe maintenant comme aide opératoire dans tous les types de chirurgie, toutes spécialités confondues, peut prendre une place importante dans la conduite de ces opérations parce que le degré de liberté qu'il autorise au niveau de ces instruments, puisque ces instruments sont rotatifs sur 360 degrés dans toutes les directions de l'espace, ce degré de liberté qui est transposé à l'intérieur de la cavité abdominale permet à ce moment-là de reproduire les gestes, notamment les gestes de couture, qui vont faciliter la conduite de l'opération. Vous voyez cette couture conduite par ces instruments de robots qui sont un robot soumis aux mains du chirurgien, je vous le précise néanmoins, ce n'est pas un robot autonome. Ce temps de couture permet de reconstruire complètement et aisément les couches altérées de la paroi abdominale et d'implanter un renfort prothétique, exactement comme une couche surnuméraire que l'on met dans la paroi et qui va garantir un résultat de beaucoup plus fiable. Le problème du robot, c'est qu'il coûte cher. Alors, en France, c'est un problème. Aux États-Unis, ça l'est beaucoup moins. L'intervention la plus fréquemment réalisée aux États-Unis avec l'aide du robot, c'est justement la réparation des hernies. 1 million de procédures par an en France, aux États-Unis, pardon. En France, le problème est complètement différent. Pourquoi? Parce que, très simplement, à procédure équivalente, une intervention sous célioscopie coûte 92 € de matériel standard, alors qu'une intervention sous robot coûte 941 €, 10 fois plus cher. Alors, d'autres chirurgiens dont nous faisons partie, après avoir expérimenté le robot, ont réfléchi à d'autres possibilités pour traiter les hernies ventrales. Et plutôt que d'essayer d'avoir une approche par en arrière des muscles, ils ont envisagé de reprendre ce que disait Rive et Stopa dans les années 50, c'est-à-dire de reprendre une approche antérieure, mais en limitant l'ouverture et en ne renonçant pas au côté mini-invasif de cette chirurgie. Alors, je vous présente ici très rapidement une technique que nous avons appelée mini-invasive, justement, Rive et Stopa, et qui permet d'implanter la prothèse en arrière, mais en passant par en avant. C'est-à-dire que l'on reproduit l'implantation du site prothétique en arrière des muscles que l'on met en place par voie pariétoscopique ou robotique classique, mais sans en avoir les inconvénients. Voilà comment ça se présente, 2 photos très vite. Un petit abord, vous voyez qu'on est dans le mini-invasif, c'est une petite incision de la moitié inférieure du nombril, simplement. Et grâce à un petit écarteur assez magique, on peut, et à la distension de la peau, on peut créer un espace de travail tout à fait suffisant pour pouvoir implanter un grand filet prothétique. Vous voyez cette petite animation qui vous montre les choses de façon rapide et schématique.
Ça, en rose, c'est donc le péritoine dont on parle depuis le début de cette séance, qui va être refermé. Le sac péritonéal est réduit, réintégré derrière la sangle abdominale. La brèche orificielle de la hernie est refermée. Elle va être sécurisée par un deuxième plan de couture par-dessus le premier. Et ce deuxième plan va permettre d'établir la connexion entre les deux espaces rétromusculaires. À ce moment-là, on va pouvoir glisser dans cet espace un large renfort prothétique qui, à son tour, va être couvert par la couture la plus superficielle de la paroi. Voilà, avec une mini-incision, on a mis un grand filet. Ce grand filet va permettre de garantir une réparation solide et durable dans le temps, avec, il est vrai, pour la chirurgie ventrale, des bons résultats dans l'ensemble. Et vous voyez sur la gauche une photo de ce nombril très disgracieux qui, petit à petit, là il s'agit d'une approche célioscopique pure, va reprendre un aspect complètement ombiliqué au 3e mois post-opératoire. Le point important, il est effectivement de comprendre que, encore plus que dans la chirurgie inguinale, la solidité sur le long terme de la cure des hernies ventrales va nécessiter un large appui derrière le plan musculaire du renfort prothétique et donc le recours à des prothèses de grande taille. Sinon, on s'expose à un risque de récidive. Et en matière de chirurgie ventrale, plus on fait petit, plus on risque la récidive. Et plus il y a de récidive, plus la technique est compliquée pour résoudre le problème. Donc il faut d'emblée, du premier coup, réussir sa réparation. Principale complication, et le mini-invasif n'y échappe pas, c'est la possibilité de développer des séromes. Des séromes sont des espèces de grosses ampoules qui vont qui vont s'organiser dans l'espace de décollement qui a été généré par la hernie. Vous voyez chez ce patient cette énorme hernie ombilicale qui induit un espace mort qui va, après traitement de la hernie, rester virtuel et la nature ayant horreur du vide, très fréquemment se remplir, si on n'a pas pris la précaution de capitonner cet espace, se remplir de liquide qu'il va falloir à ce moment-là évacuer, et on parle de sérome. Je vous disais que les prothèses doivent être larges, et enfin en tout cas de grandes dimensions. L'imagerie moderne, grâce aux prothèses que l'on fabrique maintenant, et notamment à des prothèses qui sont, dans lesquelles les fibres sont, dans lesquelles on intègre des pigments ferromagnétiques, ces prothèses sont parfaitement visibles et analysables sur l'imagerie, notamment sur l'IRM. Et c'est un ajout important dans la conduite de la surveillance des patients et dans la compréhension de l'intégration de ces prothèses sur le long terme. Dernier point sur lequel je voudrais insister, la surveillance de ces prothèses. On l'a évoqué tout à l'heure, mais depuis 2017, en Europe, les prothèses sont devenues des dispositifs médicaux implantables de classe 3, ce qui veut dire que la loi impose aux fabricants de prothèses, tous les 2 ans, de présenter des études de suivi, que l'on appelle post-market, des résultats d'implantation de leurs prothèses chez les patients opérés, c'est-à-dire que les fabricants viennent à ce moment-là contacter les chirurgiens qui animent l'enregistrement dans un registre de toutes les patients opérés, et la sélection des prothèses correspondantes va permettre un échantillonnage d'analyse des qualités de suivi spécifiques pour chaque prothèse, et ce, de façon répétée dans le temps. Ça permet un effet de levier immédiat si un effet secondaire anormal lié à l'implantation d'une prothèse apparaît, et un effet sentinelle, donc très fiable, pour garantir la sécurité d'une prothèse implantée, donc d'un corps étranger au sein du corps humain. Voilà, à retenir, les hernies ombilicales et épigastriques sont majoritairement de petite taille,
mais elles sont parfois pluriorificielles. La réparation prothétique doit être large et systématique dès que l'orifice fait plus de 15 à 20 mm. Le site d'implantation prothétique peut être rétrobusculaire ou intrapéritonéal. Et la sécurité des réparations est optimisée par une surveillance réglementaire stricte. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Non. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Si, je vais lui poser une petite question qui est pour la maman qui a eu son petit garçon et qui sait que dans l'orifice ombilical, il y a le cordon. Et mon petit garçon, il a 3 ans et puis il a un petit trou. Quid de la pièce de 5 francs qui n'existe plus? En résumé, si vous voulez tout, je vous le dis ça avec plaisanterie, mais c'est vrai que chez les petits garçons, les petites filles d'ailleurs, dans le cas de la hernie ombilicale, quand la taille de la hernie était petite, vous pouvez donner à peu près le pourcentage qui vont se fermer, donc la précaution que doit faire la mère et pour éviter que cette hernie s'étrangle et à quel moment on décide de l'opérer. Et là encore, peut-être que si c'est une hernie par défaut de fermeture de ce canal, du passage du canal ombilical donc au niveau de l'ombilic. Est-ce que un petit point comme ça peut être bien ou c'est une folie? Et à quel moment on prend une décision de dire bah, vraiment maintenant c'est une hernie ombilicale qui finalement, pour la hernie vraiment localisée au niveau de l'ombilic, est presque une réouverture de ce canal et une complication. Comment vous voyez ça? Alors d'abord, je pense qu'il faut à l'évidence un avis spécialisé pour chaque enfant. Il n'est pas question de laisser évoluer le nourrisson que je vous ai présenté en photo dans la communication avec son risque d'étranglement digestif majeur. Maintenant, sur une hernie de petite taille, effectivement, la pièce de 5 francs, historiquement, était le calibre maximal. En tout cas, il fallait que la hernie soit plus petite pour que la pièce puisse la contenir. Peut-être une solution d'attente si la hernie n'est pas douloureuse, si elle est bien réductible, si elle est constatée sur un enfant jeune, et très certainement que c'est une situation d'attente qui ne doit pas dépasser 6-7 ans, je pense. Je voudrais redire, parce qu'on est peut-être passé un peu vite tout à l'heure, que chez l'enfant, évidemment, on n'utilise jamais la prothèse. D'abord parce qu'il n'y en a pas besoin. Les tissus sont très vifs, ils vont bien cicatriser. C'est un orifice naturel, il se ferme assez facilement et ça va évoluer favorablement pour peu que l'intervention soit faite correctement. D'autre part, si on mettait une prothèse, avec la croissance, ça poserait évidemment des problèmes. Donc, jusqu'à, je dirais 18 ans, parce que effectivement, la frontière n'est pas nette, mais jusqu'à 17-18 ans, en général, on ne met pas de prothèse. Après, aujourd'hui, il y a des adolescents de 15 ans qui ont un morphotype d'adulte. On va faire un Schuldeis. Alors, autre question, vous nous avez parlé à un moment d'un patient que les chirurgiens détestent. Vous nous avez parlé d'un patient qui avait une hernie ombilicale avec de la cite et avec une cirrhose. Alors, est-ce que lorsqu'il y a une acite, il y a un risque infectieux plus important? Comment vous gérez ça? Vous videz l'acite? Je suis désolé de poser ces questions, mais c'est des malades souvent qui... Ce sont des malades très difficiles à traiter, effectivement, à haut risque du fait de l'infection de l'acide potentiel, de la décompensation de l'insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire du foie, et puis du risque hémorragique. Ces acides sont constatés lorsqu'il y a une cirrhose qui va aboutir à une circulation veineuse collatérale de la cavité abdominale qui va complètement modifier le paysage vasculaire de cette chirurgie. Malgré tout, moi je pense néanmoins que dans cette chirurgie, le vrai sujet, c'est celui de résoudre le problème du patient de la façon la plus rapide, la moins invasive et la plus définitive possible, et
une implantation prothétique, pour le coup, intrapériténéale, répond à peu près à cet objectif, en tout cas beaucoup plus qu'une grande voie extensive ouverte. Alors, vous avez lâché le mot, il y a 2 questions, je crois, sur le chat, et puis j'ai juste une question qui s'adresse peut-être à tous les orateurs qui sont là. On a parlé d'ambulatoire, je pense que là aussi, on peut éventuellement le faire ambulatoire, encore que peut-être on reste 1 ou 2 jours. Mais ou quoi des patients qui ont un traitement anticoagulant ou antiplaquettaire, antiagrégant plaquettaire? Comment ça se gère? Là, vous l'avez dit, ils sont obligatoires, que la France est bien en avance sur l'Allemagne et sur d'autres pays, notamment le Japon, concernant les patients ambulatoires. Mais comment vous gérez ce problème d'anticoagulant? Il y a quand même maintenant des gens, notamment avec ces grosses hernies là qu'on a vu tout à l'heure, qui sont avec des maladies cardiaques, qui ont des anticoagulants. Comment vous pouvez faire? Ouais, il faut différencier les anticoagulants et les antiagrégants. La chirurgie sous antiagrégants est la plupart du temps relativement simple à conduire, y compris en ambulatoire. En revanche, la chirurgie sous anticoagulants va nécessiter un arrêt, un relais, une surveillance post-opératoire immédiate bien plus précise et la plupart du temps va être associée à au moins 1 nuit d'hospitalisation. Bien, je crois qu'on a des questions sur le chat. On vous écoute, Élodie. On a 2 questions. La première, plutôt générale. Combien d'interventions sur les hernies par an en France? 200 000. Et deuxième question, quel est le taux de récidive sur les opérations des hernies? Dans la main d'équipes habituées, la chirurgie hernière inguinale, Jean-François, je parle sous ton contrôle, c'est 1 à 2%. En matière de chirurgie ventrale, il est beaucoup plus difficile de répondre à cette question parce qu'il y a une grande disparité dans la présentation des hernies ventrales, notamment dans la taille du calibre de l'orifice, qui est un facteur important dans le risque de récidive, au moins aussi important que celui du terrain du patient, qui font que globalement, les récidives hernières ventrales sont plus importantes que les récidives hernières inguinales. Avant les prothèses, le taux de récidive était de environ 10%, et dans certaines conditions, ça pouvait monter jusqu'à 20%. La prothèse a radicalement changé la chirurgie de la hernie. Bien, bah écoutez, je crois qu'on a bien avancé. Je pourrais peut-être poser une question avant qu'on passe au dernier orateur. Finalement, vous avez dit dans les mains expérimentées, j'allais dire, les gens qui sont en ligne, bah, finalement, on n'est pas chirurgien de la hernie, donc c'est un problème. Comment ça se passe, les diplômes en France et la qualification des gens pour dire, mais comment je vais savoir? Moi, j'habite Pitibon ou je suis en Corrèze, et puis on m'envoie un chirurgien. Comment je peux savoir s'il fait bien les hernies, puisque vous m'avez dit qu'il fallait un spécialiste? Est-ce que je dois lui demander s'il fait partie du club des hernies ou quel est comment est-ce qu'on se renseigne? Avis Google? Non, je crois qu'effectivement, c'est une chirurgie qui devient de plus en plus complexe, malgré tout, et qui nécessite de s'y intéresser si on veut la faire bien, indéniablement. Bah, pour devenir complexe, je crois que ça ouvre très très bien la porte. Vous êtes d'accord avec moi, vous prochain au dernier orateur, parce que là, vous allez voir des choses très très complexes, parce que les hernies incisionnelles et les éventrations dont va nous parler Philippe No, qu'on remercie d'être là également, c'est un problème un petit peu différent et je vais pas dire plus complexe, mais ça peut être parfois extrêmement complexe. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement la hernie inguinale que vous nous avez présentée tout à l'heure n'était pas complexe, parce qu'on n'a pas du tout parlé encore, mais là il va devoir en parler, c'est la réintégration du contenu hernière dans l'abdomen. Alors on vous écoute, Monsieur No, sur cette thématique. Bien, écoutez, merci. Et puis, lorsque les choses sont complexes, il faut essayer de les simplifier. Donc, je vais vous parler des éventrations et des diastasis des muscles grand droit. Alors, l'éventration, en fait, c'est un défect, c'est une rupture qui est acquise, qui le plus souvent est secondaire à une opération où la cicatrisation de la paroi n'a pas été de bonne qualité et il persiste un défect au niveau de cette paroi. Alors, les viscères intra-abdominaux vont passer par ce défect, par cet orifice, pour être expulsés vers la peau et provoquer une déformation du ventre. Voici ici une
cicatrice médiane à l'origine d'une éventration médiane et donc de cette déformation. Mais l'éventration qui est acquise peut l'être également suite non pas à une opération, mais par exemple à un accident de la voie publique. On parle à ce moment-là d'éventration traumatique. Le plus souvent, cependant, ces éventrations surviennent sur des cicatrices opératoires, quel que soit l'endroit, la localisation sur l'abdomen. Voici ici à droite, ce patient présente une importante éventration latérale. Cet homme avait été opéré au départ d'une péritonite appendiculaire. Il a présenté dans les suites une éventration post-opératoire qui a été opérée avec mise en place d'une prothèse intermusculaire d'après le compte rendu opératoire par une grande laparotomie, c'est-à-dire par une grande incision. Il y a eu une récidive de cette éventration et nous l'avons su et opéré par voie endoscopique extra-péritonéale. Alors voici une image endoscopique de cette éventration. La caméra est à l'intérieur du ventre, dans l'espace entre le péritoine et la paroi musculaire, et on voit cet orifice d'éventration par laquelle les viscères intra-abdominaux vont s'engager pour développer un grand espace responsable de cette déformation abdominale. Alors, voici une rapide vue endoscopique, comme on l'a dit, de cette éventration. La caméra est à l'intérieur du ventre. Et vous voyez, en écartant les berges de cet orifice d'éventration, on voit cette vaste cavité dans laquelle s'était logé, à l'extérieur de la paroi abdominale, l'intestin. Ah. Alors, pardon. Donc ça, c'est le patient que l'on vient de voir qui a été opéré. Il peut exister d'autres éventrations importantes, comme vous l'a montré tout à l'heure également Édouard. Cette éventration ici, vue sur une coupe au scanner, alors c'est une coupe qui est transversale. Vous voyez ici, c'est le dos avec la vertèbre. Ici, c'est la face antérieure de l'abdomen. Ici, le côté gauche, ici, le côté droit. Et on voit qu'il existe des viscères qui ont été expulsés de la cavité abdominale dans cette vaste cavité qu'est l'éventration. Alors, je ne reviendrai pas sur les facteurs favorisants qui sont les mêmes que ceux des hernies, mais simplement sur le fait qu'il y a un taux de risque d'éventration très important lorsqu'il y a une infection de la paroi lors d'une intervention. Alors, puisque l'on parlait de ces éventrations parfois très importantes, il existe une expulsion des viscères à l'extérieur de l'enceinte abdominale. Et si on veut opérer ces patients, il faut être sûr que ce qui est sorti de cette enceinte abdominale puisse être de nouveau réintégré à l'intérieur du ventre. Et pour cela, il existe maintenant des algorithmes qui permettent de prédire est-ce que le matériel qui est sorti de cette cavité va pouvoir revenir à l'intérieur de la cavité abdominale. Alors voici une coupe au scanner, sur un scanner. En rouge, la partie extériorisée de cette éventration. Et l'algorithme va nous dire, non, il va falloir utiliser éventuellement des astuces, des procédures qui vont permettre de réintégrer le matériel éventré. Alors ces procédures, bon, en dehors de l'amaigrissement, on peut injecter des gaz dans la cavité abdominale. On insuffle pendant plusieurs séances du CO2 pour distendre la paroi abdominale. Et au bout de quelques séances, le matériel va pouvoir être réintégré dans cette cavité qui a été distendue par l'insufflation. C'est la technique de Gonio-Meronio, si vous entendez ce nom. Mais on peut également utiliser la toxine botulique, le Botox, qui va permettre de distendre plus facilement la paroi abdominale et permettre ainsi une réintégration plus aisée du matériel éventré. Enfin, il peut exister également des astuces
chirurgicale où on va pouvoir sectionner différents endroits de la paroi abdominale pour permettre une suture sans tension de la paroi abdominale. Donc, maintenant, comment traite-t-on ces éventrations? Alors, ces éventrations, nous recommandons, tout comme l'European Hernia Society, que ça soit par voie ouverte, c'est-à-dire par laporotomie, ou que ça soit par voie mini-invasive, de mettre en place la prothèse dans l'espace que vous voyez ici, dans l'espace rétromusculaire, c'est-à-dire derrière les muscles que vous voyez ici. Ici, la prothèse dans l'espace rétromusculaire, et que nous préférons mettre, comme il est recommandé, mettre à distance de l'intestin pour éviter tout risque d'adhérence, voire d'incarcération ou d'occlusion entre la prothèse et l'intestin. Alors voici ici, alors je ne sais pas si on voit très bien, cette femme a été opérée d'une néphrectomie partielle. Elle présente cette voussure lombaire qui témoigne d'une éventration lombaire. Voilà, ici, c'est l'image préopératoire. Nous l'avons opérée par voie endoscopique extra-péritonéale et nous avons pu corriger cette éventration. Alors, ça va peut-être être plus parlant si on regarde un scanner. Voilà le scanner de cette éventration lombaire chez cette dame, ici en préopératoire. Alors, il s'agit d'une coupe frontale. Ça veut dire qu'on voit, c'est un peu comme si on voyait le patient de face. Ici, c'est le côté droit, ici, c'est le côté gauche. En haut, ben, vous avez le tronc et la tête. En bas, vous avez les membres inférieurs. Ben, vous voyez qu'à gauche, il y a eu une issue de l'intestin, des viscères intra-abdominaux, dans cette poche d'éventration. Cette patiente a été opérée donc par voie endoscopique extra-péritonéale et on voit que le défect pariétal a été refermé par la prothèse et qu'il n'existe plus d'extériorisation des viscères à travers l'éventration. Alors, maintenant, en dehors du diastasis recti dont nous venons de parler, il existe des déformations, des distensions de la paroi abdominale en dehors de toute rupture musculaire, c'est-à-dire en dehors donc de tout défect pariétal. Et il est important de connaître ces déformations parce que souvent ces patients nous sont adressés avec un diagnostic erroné d'éventration ou de hernie. Le plus fréquemment, il s'agit de distensions liées à ce qu'on appelle un diastasis des grands droits. Alors, qu'est-ce que le diastasis des grands droits? Vous voyez sur le schéma ici, vous avez une ligne au milieu qu'on appelle la ligne blanche qui sépare le côté droit du côté gauche. Parfois, pour des raisons mécaniques, les muscles s'écartent. Et ceci arrive plus volontiers en cas d'hyperpression abdominale, comme pour les hernies ventrales, et puis particulièrement pour les femmes qui ont été multipares ou qui ont eu des grossesses gemellaires. Donc ces muscles se sont écartés, mais entre les muscles, il existe une ligne blanche qui devient plus large, mais dans laquelle il n'y a pas d'orifice, il n'y a pas de défect. Donc, il ne peut pas y avoir de complications, notamment d'étranglement, lorsqu'on présente un diastasis isolé, puisqu'en l'absence de défect, il n'y a pas de passage de l'intestin à travers un orifice. Donc, voilà ce que c'est qu'un diastasis, c'est l'écartement des muscles, mais la ligne blanche est composée de structures aponébrotiques, qui est parfois très fine et qui va se déformer et donner parfois l'apparence d'une hernie ou d'une éventration. Voici ce qu'on appelle un bulging médian, c'est-à-dire une déformation médiane. C'est une patiente qui est allongée et à qui on demande de faire un effort en soulevant les deux jambes. Lorsqu'elle fait cet effort, eh bien,
Parfois, les patients nous disent, j'ai un dos d'âne sur le ventre ou j'ai une banane au milieu du ventre. De quoi s'agit-il? Alors voici, ce n'est pas celui de la patiente, mais c'est un scanner qui est très parlant. Ici, c'est la partie antérieure superficielle. La ligne blanche, c'est la peau. Ici, vous avez les viscères. Vous avez les muscles droits qui s'arrêtent ici et qui sont très écartés. Et ici, vous avez l'aponévrose de la ligne blanche qui est très fine, mais dans laquelle il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de défect, et qui va gonfler lors d'un effort d'hyperpression intra-abdominale, qui va gonfler comme une voile de bateau gonfle au vent. Donc, ces patients présentent non pas une hernie ou une éventration, mais ce qu'on appelle un bulging médian lié à un diastasis des grands droits. De la même manière, chez une patiente debout au repos, cette membrane ici, le diastasis est très large. Il est de l'ordre de 12 ou 15 cm. On voit bien que la ligne blanche, son aponévrose est extrêmement fine, mais n'est pas rompue. Et lorsque la patiente se met debout, le poids des viscères appuie sur l'aponévrose de la ligne blanche et va entraîner cette importante déformation qui pourrait effectivement ressembler, s'il y avait eu une opération précédente ou un traumatisme, à une éventration. Non, il s'agit simplement d'une déformation non dangereuse liée à ce diastasis des grands droits. Alors, si on est amené à réparer ce diastasis, les techniques, qu'elles soient mini-invasives, endoscopiques ou par voie ouverte, vont toujours nécessiter une suture des berges des grands droits qui avaient été écartées, afin de rapprocher les berges des muscles grands droits sur la ligne médiane. Maintenant, certains mettent en plus une prothèse. En tout cas, la suture toujours, la prothèse parfois. Là, nous avons vu le diastasis recti parce que c'est ce qui est le plus fréquent. Et le diastasis recti, c'est quelque chose de primaire. Ce n'est pas suite, ce n'est pas comme une éventration, ce n'est pas suite à une opération. Il existe en dehors du diastasis recti d'autres déformations, d'autres distensions, sans qu'il y ait eu de rupture ou de défect pariétal suite à une opération. Voici ce que nous avons appelé le swollen abdomen, c'est-à-dire une distension de la partie supérieure de l'abdomen, bilatérale et globalement symétrique, sans qu'il y ait de défect musculaire. Alors, nous ne sommes pas les seuls à avoir constaté ces déformations, d'autres comme en Allemagne, Bittner, qui ont constaté et publié l'existence de ces distensions. Il y a également Lee et Bittner, et puis Daes, qui est l'inventeur de la ITEP, et notre équipe, nous avions constaté ces déformations. L'explication de ces déformations n'est absolument pas clarifiée. Il ne dit nulle part quelle en était la cause. Cependant, si on analyse bien les raisons de cette distension liées, elles sont toujours liées à une cure de hernie ventrale avec mise en place d'une prothèse rétromusculaire. Ça, c'est un point commun. Elles ont par ailleurs toujours existé lorsqu'il y a eu une section. Alors, je suis désolé, c'est un peu compliqué. Ici, c'est une vue endoscopique rétromusculaire de la cavité abdominale. La caméra dans la partie haute de l'abdomen, elle va regarder vers la partie basse. Donc, on voit en bas, ce qui est jaune, c'est la graisse prépéritonéale qui va recouvrir, si on va plus vers le bas, le péritoine et les viscères. En haut, vous avez les muscles grands droits de l'abdomen et au milieu, là où il y a écrit 1, la ligne blanche. Ici, vous avez les feuillets postérieurs de la gaine des droits. Et vous comprenez bien que si on veut mettre une prothèse rétromusculaire, il faut mettre en communication l'espace droit et l'espace gauche. Pour cela,
ces techniques vont sectionner les feuilles postérieures pour pouvoir créer cet espace où la prothèse va se déployer. Donc, cette déformation que nous avons appelée solène abdomen survient toujours lorsqu'il y a cure de hernie ventrale par prothèse rétromusculaire et tous ceux qui n'ont pas eu de section de cette ceinture aponévrotique postérieure n'ont pas présenté de solène abdomen. Donc, en ce qui nous concerne, nous recommandons dans les cures de hernie ventrale, nous recommandons d'utiliser des techniques qui préservent les aponévroses, notamment la ceinture aponévrotique postérieure. Je vous remercie. Merci Philippe. Je voudrais faire juste une remarque sur les termes. C'est toujours des termes anglais, bulging, swelling, on pourrait le dire en français. Malheureusement, comme lorsqu'on publie des articles, on les publie maintenant pratiquement toujours en anglais, sauf à l'Académie de chirurgie, on est obligé d'adopter ces termes. Mais c'est simplement un gonflement. Oui, alors, merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question sur la patiente qu'on a vue de profil. Voilà, j'ai malheureusement pas été toujours très raisonnable. Enfin, finalement, j'ai un gros ventre avec un abdomen pendulum. C'est un abdomen qui pend et j'ai le chirurgien doit m'opérer, mais je me demande si derrière la paroi est bonne. Quelle est votre stratégie? Est-ce que dans là, on a parlé essentiellement, c'est le but de la séance d'aujourd'hui des hernies, enfin, des éventrations et des diastasis, mais on n'a pas inclus dedans, allons-y carrément, incluons peut-être dedans un peu de chirurgie plastique. Quelle est votre stratégie? Parce que la femme, elle est demandeuse, certes, de ne pas avoir son éventration ou son diastasis, mais elle aimerait aussi avoir un ventre plat. Est-ce qu'on peut combiner ces deux chirurgies et comment vous voyez les choses? Alors, la patiente dont vous parlez, on est bien d'accord, c'est celle qui a cet énorme abdomen. Alors, elle vient parce qu'elle a un gros ventre. D'abord, il faut lui expliquer qu'elle n'avait pas de hernie et que donc, si on ne fait rien, elle ne risque rien. Certaines patientes vont vous dire, moi, si je ne suis rien, je ne vais pas me faire opérer. Si maintenant elle souhaite une intervention, il faut lui expliquer que soit vous l'opérez, vous opérez son diastasis, c'est-à-dire resserrer les muscles grand droits sur la ligne médiane. On peut le faire par voie endoscopique, en ambulatoire, éventuellement sous rachianesthésie. Mais il existera chez des patientes de ce gabarit ce qu'on appelle une discrépance cutanéo-graisseuse, c'est-à-dire que la surface musculaire qui a été resserrée par l'opération va être beaucoup plus petite que la surface cutanéo-graisseuse qui, elle, reste la même après l'opération. Donc, il existe une différence de surface et en post-opératoire, cette patiente aura assurément une mauvaise réparation esthétique de la peau puisqu'on n'y a pas touché. Donc, alors nous, on donne le choix. Il y a des patients qui ont dit on peut faire l'abdominoplastie, donc par une grande incision suspubienne, et réparer le diastasis dans un même temps opératoire. Ou alors, il faut savoir que si on ne fait pas l'abdominoplastie dans le même temps opératoire, vous aurez un résultat cutané esthétique euh, qui ne sera peut-être pas suffisant. Alors, moi, j'ai la surprise de savoir que même dans ces cas, il y a des gens qui voudront l'abdominoplastie, mais il y a également des personnes qui voulaient simplement que la silhouette, enfin, qui voulaient simplement une réparation musculaire et une amélioration de la silhouette, et qui n'ont pas demandé de réparation cutanéo-graisseuse par une abdominoplastie. Je crois qu'il faut bien expliquer aux gens ce qu'ils doivent attendre, quels sont les risques et les avantages des deux techniques, et l'adapter, comme vous disiez, le tailoriser à la demande de la patiente. Je crois que c'est bien clair. Est-ce que des techniques modernes qu'on lit un peu partout
une fois que vous avez fini votre cure de diastasis, qu'on a laissé la peau, qu'on n'y a pas touché, donc qui est un peu, premièrement, est-ce qu'on peut espérer, la peau est un tissu, et c'est la chance des chirurgiens plastiques, c'est qu'elle est élastique et qu'on peut tirer dessus. Est-ce que vous croyez que on peut envisager parfois une liposuction sous la peau, là, en disant bah, cette femme-là, elle a quand même une peau de bonne qualité, il n'y a pas de vergeture, elle a une peau dont l'élasticité doit être bien. Est-ce qu'elle peut espérer que sa peau redevienne plus normale pour s'appliquer sur votre réparation, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Non, alors, il faut bien les mettre en garde sur ce sur quoi vous mettez le doigt. On ne contrôle pas l'élasticité de la peau. Donc, il faut leur expliquer que, puisque, je leur dis très exactement, imaginez que vous ayez une robe moulante et que vous fassiez du 40. Après l'opération, madame, vous ferez du 36. Mais je ne suis pas sûr que votre robe sera adaptée à votre nouvelle taille. Donc, elle peut être moins tendue, elle peut friper, et je ne connais pas la qualité de l'élasticité. Donc, il ne faut pas s'engager sur la qualité esthétique cutanée post-opératoire. Il y a des questions sur le chat ou dans la salle. Alors, on va peut-être quand même faire une question, on a respecté, je vous félicite, le temps. Je voudrais vous poser une question quand même, parce que ça fait partie des missions de santé publique actuelles. J'ai un peu de réponse, mais je voudrais qu'on se penche une minute sur la prévention. Alors, bien évidemment, on a vu qu'il y avait des causes hernières qui étaient congénitales, si on peut dire. Mais sinon, vous avez dit qu'il y avait des facteurs de risque. Mais est-ce que, moi, vous savez, dans ma carrière, je me suis beaucoup intéressé au problème du plancher. Quelle est un petit peu votre conception je vais utiliser un mot pédant un peu, sur l'enceinte manométrique abdominale, et comment peut-on la protéger pour éventuellement diminuer son risque, pourquoi pas d'hernie, mais en tous les cas d'éventration. Il y en a un de vous qui veut répondre là-dessus? Est-ce que vous conseillez, est-ce que finalement d'avoir des, est-ce qu'on peut, vous savez qu'il y a aussi une autre question qui va aussi être un corollaire, c'est par exemple la gymnastique du postpartum. Quel est un petit peu, vous qui êtes toute la journée confronté à des hernies, je sais bien que vous voyez pas, c'est pas votre sujet vraiment, mais quelle est un peu votre conception de la prévention de ces troubles de la paroi abdominale? En toute logique, plus la paroi abdominale est solide, autrement dit, plus les muscles sont développés, sans chercher à faire du bodybuilding, euh, plus elle sera résistante. Mais ça n'empêche pas que même des sujets très musclés, s'ils ont, notamment chez l'homme, dans le canal inguinal, s'ils ont un canal inguinal élargi, ça n'empêchera pas la hernie de se produire. Seulement, les tissus étant meilleurs, on peut espérer un meilleur résultat. Pour ce qui est de la paroi abdominale antérieure, je suis persuadé, sans que ce soit fondé sur de la médecine factuelle, que l'entretien régulier de la musculation favorise certainement beaucoup les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose dans la salle? Juste pour donner un chiffre, quand même, dans les hernies inguinales, pratiquement un homme sur 4 au cours de sa vie aura une hernie inguinale. Donc, on ne peut pas charger la mule. C'est-à-dire on développera, si on est à travers de force constipé, prostatique et gros fumeur, on fera sa hernie plus vite, mais on la fera de toute façon ou pas. Mais en soi, les statistiques montrent que c'est plus l'anatomie qui est en cause dans le mécanisme de la hernie inguinale que les facteurs d'hyperpression. Concernant la hernie ventrale, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'un entretien de sa sangle musculaire, avec notamment des exercices abdominaux que l'on appelle hypopressifs, plus que des exercices de crunch, et des exercices de gainage ventral qui sollicitent et renforcent les gaines aponévrotiques des muscles, sont de très grande utilité pour prévenir les déchirures, qui ne sont pas des déchirures musculaires, mais qui sont des déchirures aponévrotiques. Juste pour aller tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Jean-Pierre, la hernie de l'aine est due à la bipédie. C'est-à-dire, quand on marchait à quatre pattes, il y avait moins de pression sur la région inguinale. Depuis qu'on marche debout,
eh bien, il y a plus de pression. Voilà. Parce qu'on peut se dire, mais comment la nature a fait que tolérer qu'il y ait autant de hernie? Mais il y a autant de hernie depuis qu'on marche debout. Alors, je vais préciser encore. C'est le passage à la position debout qui a changé. On peut figurer un cavalier à cheval. Le cheval avec ses quatre pattes, il n'a pas de hernie inguinale. Et quand l'homme s'est mis debout, il a étiré son membre inférieur de 90 degrés à 180 degrés. Donc, il a étiré tous ses muscles. Et il se trouve qu'en même temps, le bassin, en passant des hominidés à Homo sapiens, le bassin s'est élargi. Donc, il y a eu un étirement dans les deux sens. Ça, c'est une hypothèse. Ouais. J'ajoute juste que le cheval ne fait pas de hernie, mais le cochon est très, très largement pourvu en hernie. C'est d'ailleurs sur ce modèle animal qu'on répète les techniques opératoires. Alors, de là à dire que l'homme est un cochon, ça, c'est autre chose. Alors, les chiens font des hernies périnéales. Exactement. Oui, alors et ma dernière question, si vous voulez, pour clore cette... est-ce qu'on est... c'est un sujet qui me tient à cœur, mais c'est pas tellement les hernies au sens hernie inguinale et autres, mais ça va plus dans les problèmes de diastasis et d'abdomen comme ça, distendu. Est-ce qu'on a fait des progrès sur la connaissance du collagène? Alors, le collagène, pour expliquer pour les gens, les aponévroses, c'est des tissus de soutien qui sont faits d'un tissu avec ce qu'on appelle du collagène et des fibres. Et moi, je suis convaincu que on n'est pas tous égaux, mais il n'y a pas beaucoup de travaux qui disent que le collagène est différent. Moi, j'en veux, si vous voulez, surtout pour les problèmes de statique pelvienne plus que de hernie, parce que c'est en fait dans une certaine forme, c'est quand même des troubles liés à une hyperpression abdominale, puisque vous savez qu'il y a un sujet qui me tenait beaucoup à cœur qui correspond tout à fait au diastasique, qui est le périnée descendant, qui est en fait un défect de l'aponévrose, donc la même chose que vous avez vous au niveau du périnée des femmes. Et là, on a l'impression quand même, en dehors de ce problème d'hyperpression abdominale et des efforts de constipation dont vous avez parlé, qui sont un des vrais sujets, il y a une différence de collagène et de la qualité des aponévroses. Parce que je crois que les aponévroses, elles enveloppent, c'est pour le grand public, elles enveloppent les muscles, et les muscles sont parfois de très bonne qualité. Et le défect, il vient de l'aponévrose. Quelle est un peu votre idée là-dessus, vous qui traitez toute la journée des parois et des hernies? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des collagènes différents d'un patient à l'autre? Oui, c'était très à la mode il y a une vingtaine d'années. Il y a eu beaucoup de publications sur le sujet. Et il y avait en particulier un parallèle entre la hernie et l'anévrisme de l'aorte. Parce que le collagène de la paroi aortique étant par exemple plus faible, les patients développaient plus facilement un anévrisme, qui est une dilatation des parois du vaisseau, et ces mêmes patients avaient plus de hernie. Donc on a incriminé effectivement la qualité du collagène. Et c'est amusant parce qu'à midi, on a déjeuné avec un ami qui rentre des États-Unis et qui m'a demandé s'il fallait manger du collagène parce que c'est très à la mode. Non, mais il y avait une pathologie, bon là on dévie un petit peu, mais je crois que c'est intéressant, le LR dans l'os, ces maladies d'hyperlaxité, Oui. etc., qui sont des maladies... alors, J'ajoute à ça que le principe même de l'implantation de ces treillis prothétiques, c'est d'entraîner la fabrication de collagène. Et ça a été bien documenté. Les prothèses sont colonisées par les fibres de collagène, qui devient d'abord immature, le collagène de type 3, puis le collagène de type 1 ensuite. Et que cette colonisation se fait aboutit à une reconstruction collagénée qui est mature en 3 semaines, ce qui fait quand même conseiller pour la reprise d'une activité totalement libre après une chirurgie hernière de respecter plutôt ce délai. Alors, je vois que nos discussions sur l'anatomie comparée et le collagène ont l'air d'intéresser le chat. Allez-y, Élodie. Le port de gaine abdominale ne favorise-t-il pas l'apparition de déficit de la paroi? Le port de gaine abdominale. Qui veut répondre aux méfaits ou aux bénéfices du port de gaine abdominale? Probablement que la gaine abdominale permet de réduire plutôt les efforts musculaires, alors que renforcer la paroi abdominale, c'est faire des efforts.
C'est le fameux gainage, les exercices de gainage dont tout le monde parle actuellement. Si on parle de la gaine abdominale suite à une opération, oui. Le plus souvent, on prescrit le port d'une gaine abdominale après une cure d'éventration ou de hernie ventrale. Alors, ça va de 3 à 6 semaines parce que les gens se sentent mieux protégés et il semblerait qu'il y ait un gain, même s'il n'est que psychologique, au port de gaine. Mais ça, c'est uniquement dans la période post-opératoire. Pas d'autres questions? Bah, écoutez, je peux remercier vraiment tous les orateurs pour cette instruction. Alors, on peut résumer quand même qu'on a fait quand même le grand message et le grand progrès, c'est vraiment l'arrivée des matériaux et donc de ces prothèses qui sont en plus, et ça, on n'a pas abordé le sujet parce qu'ils devenaient très spécialisés, mais qui, je crois, j'allais dire, et vous allez me répondre tous les quatre. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé la prothèse idéale, mais qu'on continue à la chercher, mais qu'on va sûrement la trouver un jour, puisque il faut trouver un matériel inerte, qui reste souple, qui donne le moins de retrécissement, qui ne s'infecte pas. Donc il y a vraiment une réflexion. Et je crois que tous les fabricants de ces matériaux essayent de trouver ce qui est le mieux, mais on a fait maintenant, les prothèses, on a parlé de Rive, mais on le faisait surtout dans des très grandes, on a parlé de l'école de Reims, pardon, dans les très grandes éventrations. Maintenant, donc, c'est devenu monnaie courante, etc. On n'a pas parlé quand même d'une petite chose qui, je voudrais avoir votre avis, parce que c'est bizarre que la question n'ait pas été posée, c'est ces espèces on appelle ça des plugs, ces petits trous, ces petits bouchons qu'on met. Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est une plaisanterie? Non. Et puis on va conclure là-dessus. Le plug, ça existe vraiment. On l'a expérimenté. Moi, je l'ai essayé. Le plug qui arrivait d'Amérique. Expliquez juste que c'est un petit mot. Alors, le plug, ça a la forme d'un comment ça s'appelle? Badminton. C'est un petit cône de prothèse fait de plusieurs feuillets de façon à ce qu'il ne soit pas rigide. Et l'idée du chirurgien qui l'avait inventé, c'est qu'on introduit le cône dans l'orifice et on l'aide à se déployer. Et ensuite, sous l'effet de la pression abdominale, le cône s'appuie, la base du cône s'appuie contre la paroi et ferme l'orifice. Et effectivement, ça marchait bien. Seulement après, le petit cône, il durcit. Et finalement, au bout de quelques années, ça devient une sorte de petit caillou. Alors, à la fois, il est gênant, il entraîne une induration, et puis il peut perdre son efficacité en rétrécissant. Et donc, finalement, cette technique qui avait séduit pour sa facilité, parce que ça se faisait très facilement sous anesthésie locale, petit à petit a été reléguée. Je ne sais pas si on n'en parle plus. Bien, bah, écoutez, merci encore à tous les quatre pour cette très belle soirée. Et je voulais juste dire à nos amis de la Fondation de l'Académie de chirurgie que les mardis de la chirurgie reprendront en janvier. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais qu'on a de nombreuses thématiques qui vont apparaître. Notamment, on est intrigué par la chirurgie esthétique chez les plus jeunes, qui devait avoir lieu plus tôt, mais elle aura lieu vraisemblablement en janvier. On va s'intéresser à la lithiase urinaire, qui est un sujet assez vaste aussi, pour lequel il y a eu des tas de progrès dans la chirurgie mini-invasive. Un sujet qui tient à cœur, peut-être aussi, on a parlé aujourd'hui des éventrations et de la plastie chez les femmes, mais on essaiera de parler je ne sais pas comment dire, parce que ça a l'air de ne pas être de la chirurgie, mais les grosses jambes et les problèmes des lymphœdèmes, et qui sont des vrais problèmes de société et qui ne sont pas que des problèmes esthétiques. Enfin, grosses jambes et jambes lourdes est un problème pour lequel la place de la chirurgie, notamment la chirurgie des lymphatiques, a peut-être un intérêt. Enfin, voilà, on a plein de sujets à venir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici. Je rappelle que la Fondation de l'Académie de chirurgie vit grâce à un mécénat. Alors, je ne vais pas dire que je fais ce soir une campagne, mais n'hésitez pas à aller sur le site. Il y a un endroit pour faire un petit don. C'est toujours bienvenu. Et M. Gillon veut rajouter quelque chose. Alors, je ne fais pas de conclusion. Je vais faire un non. Non, je voudrais juste passer un message dont on a parlé tout à l'heure. Vous savez que ça devient très à la mode dans les sociétés savantes d'avoir des patients référents. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de hernie.
Et autour de la hernie, il y a un patient. Et pour nous, ça devient de plus en plus important d'avoir l'avis des patients. Et donc, dans notre société de chirurgie de la hernie, on souhaiterait avoir des patients référents. Donc, si ça vous intéresse de devenir patient référent, vous nous contactez et on est très demandeur d'avoir des patients référents dans les sociétés savantes, notamment dans la société de chirurgie de paroi. Voilà, et n'hésitez pas, on fera le relais si vous voulez passer par la fondation de l'Académie de chirurgie, c'est plus simple, on reliera ça Club de la hernie, les patients référents. Mais encore merci à tous et je vois qu'on est absolument parfait, Monsieur Bourret, que je remercie également. Je remercie donc Pascal Bourret qui se charge de la technique, on va dire, et Elodie Gaspard qui se charge d'organiser les mardis de la chirurgie et qui travaille pour nous à la fondation de l'Académie de chirurgie. Merci beaucoup et bonsoir à tous.